Donc, salut Albert. Salut. Salut. Donc, déjà, première chose, est-ce que tout va bien? La santé va bien? Ça va. Ça va? Tout va Ça va. bien? Bon, avant de commencer, juste, je voulais te demander de te présenter, de présenter un peu ce que tu fais dans la vie, ton métier, où Euh, tu vis, et je brièvement. je m'appelle Albert, je suis d'origine libanaise, je suis libanais, naturalisé français. Je vis à Paris depuis 15 ans. J'ai fait une thèse en neurosciences et un master professionnel de psychologie clinique. Et donc, je travaille entre ces deux disciplines, ou dans les disciplines émergentes qu'on appelle les sciences cognitives, qui regroupent un peu l'appareil psychique humain sous toutes ses coutures, la biologie, la psychologie, la sociologie, la linguistique, l'anthropologie, etc. Et j'ai travaillé longtemps à l'hôpital, en psychiatrie. Et depuis quelques années maintenant, j'ai mon cabinet en ville où je fais mes consultations. Je suis prof à la fac de psychologie clinique de Paris 8. Je donne les cours de Master 2 sur la psychométrie et les entretiens cliniques. J'espère que l'année prochaine, je vais peut-être donner le cours d'évaluation des méthodes psychologiques. Euh, et j'ai fondé une structure qui s'appelle Chiasma, où on s'intéresse à comment on forme nos opinions, comment on forme nos avis, comment est-ce que nos intentions conditionnent nos comportements, en gros, comment est-ce qu'on interface avec le monde extérieur. On pense que je regarde quelque chose, je le vois, j'entends quelque chose, je l'entends, mais en fait, il y a tout un traitement de l'information qui se fait. Et moi, je m'intéresse à quels sont les mécanismes de comment est-ce que ça se passe et quelles sont les conséquences de ces mécanismes de traitement de l'information, ce qu'on appelle aussi le raisonnement critique des fois, mais pas juste ça. Je suis intéressé vraiment par comment se forment les idées dans les cas critiques, mais aussi comment je forme mes opinions sur ma famille, sur mes potes, sur si j'aime bien la pizza ou pas, c'est vraiment sur des sujets très larges. Et plus récemment, j'ai aussi fondé un laboratoire qui s'appelle le ACT Lab, où on s'intéresse aux freins comportementaux face à l'urgence climatique. En gros, pourquoi on ne fait rien face au climat. Donc c'est encore une fois sur ces notions de comment est-ce qu'une connaissance traverse pour devenir une action, et quels sont les pièges qui peuvent l'empêcher de faire tout ça. En gros, c'est ça. Je fais aussi des conférences euh, pour essayer de populariser, on va dire, une certaine vision de la science et Tu as écrit un de notre livre, psychologie. et tu as écrit un livre que j'ai lu, Ouais. c'est Notre cerveau joue des Hmm. tours. C'est ça, enfin. C'est vrai, il faudrait que je sois meilleur à ça. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours. Ouais, que j'ai Euh, adoré. euh, Merci beaucoup. Que j'ai Ouais, sorti il y a presque un an, jour pour jour. ouais, ouais, Et vraiment. qui reprend en fait tout ce dont on a parlé maintenant. Comment est-ce qu'on recrée le réel et quels sont les facteurs qui viennent influencer comment est-ce qu'on recrée ce réel. Par exemple, si je suis stressé, si je suis attaché à une cause, s'il pleut, s'il fait froid, si j'ai faim, etc. Toutes ces choses viennent changer comment est-ce que notre appréciation d'une certaine situation, d'une certaine personne, et moi je m'intéresse à comment ces appréciations changent selon soit notre contexte, soit notre état intérieur, qu'on appelle la cognition incarnée, si j'ai mal au ventre par exemple, ou si j'ai une crampe. Mhm. D'accord. Et par rapport à ton métier, je voulais te poser une question un peu de psychologue, en quelque sorte. Qu'est-ce qui Ouais. t'a amené vers ce métier-là? Sans rentrer, je sais pas. Pour faire vraiment court, le hasard, la Ouais. chance. Ah ouais, pour toi, le hasard. Je vais pas faire de la post-rationalisation et réécrire un truc. Bah, j'étais au Liban, j'étais un peu paumé, je savais pas trop quoi faire. J'aimais beaucoup les ordinateurs. Du coup, j'ai commencé à faire des formations pour l'informatique. J'ai travaillé 2 ans en tant qu'ingénieur de sécurité informatique. Je suis un peu geek sur les bords, j'aime bien les jeux vidéo, etc. Et quand c'est devenu mon métier, j'ai détesté ça. J'avais des potes qui étaient psy. J'étais dans une fac à Beyrouth qui s'appelle l'Université américaine de Beyrouth. Donc, c'est un système anglo-saxon. Dans les systèmes anglo-saxons, on n'a pas un cursus comme en France. Il n'y a pas les cours, etc. On est inscrit dans un département, on prend des cours, on choisit les cours qu'on prend, et aussi on peut prendre des cours qu'on appelle des electives, des cours optionnels. On peut prendre des cours de poterie, par exemple, des cours de peinture. Et moi, dans ma paumitude un peu, je faisais de la bio, je voulais être généticien à la base. J'aimais beaucoup la génétique, j'étais fasciné par la mitose et la méiose dans les cours de SVT. J'étais vraiment genre, je peux dessiner encore toutes les étapes de la méiose et de la mitose, et c'était mon truc. Quand j'ai commencé les cours à la fac, j'ai pas aimé ça, donc j'ai vrillé en informatique. C'était horrible, c'était un cauchemar quand j'ai devenu mon métier. Et un jour, j'ai pris un cours par chance de psycho.
Et je me suis dit, c'est cool. En même temps, j'étais secouriste à la Croix-Rouge, donc j'aimais bien le contact avec les patients, j'aimais bien l'idée du soin. Et un des profs au Liban, c'était, je pense, le premier neuroscientifique qui est arrivé au Liban. Je l'ai eu en cours et j'ai vraiment beaucoup aimé cette idée de comprendre la psychologie humaine, mais pas juste à travers les interprétations et tout ça. Je trouvais ça un peu trop alambiqué pour moi, mais aussi à travers les bases biologiques. Donc j'ai eu ma licence de psycho et mon DUG de bio, et je savais pas quoi faire. J'étais au Liban et j'ai une amie qui était venue à Paris faire de l'agronomie, qui m'a dit tu veux que je te présente un dossier pour un master? J'ai dit ok. J'ai été pris. Je suis venu, j'ai fait des études. Mais c'était vraiment genre des concours de circonstances. Et après, ça, quand je dis ça, c'est pas anodin parce que dans ma vie, dans ma philosophie de vie personnelle, un peu, pour moi, le hasard est un des acteurs les plus responsables et qu'on met de côté beaucoup trop souvent. Mais on aura probablement l'occasion de parler de combien on est mauvais à estimer les probabilités des choses. Ouais, entièrement d'accord avec toi là-dessus. Et rien à voir avec le petit détail, rien à voir avec la psychanalyse. Ça, c'est Ah oui, oui, non, non. pas de rapport. Non, c'est pour préciser pour ceux qui. Ah oui, non, 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 pas, rien à voir avec la psychanalyse. Non, non, non. En fait, à l'université américaine, la psychanalyse est Ah, dans un cours qui ah oui, s'appelle l'histoire de la psychologie. C'est-à-dire, on dit, dans l'histoire du ok. développement de la On parle psychologie, pas fort, quoi. il y a eu Wundt, il y a eu Freud, il y a eu Winnicott, il y a eu machin, il y a eu machin. C'est Et vraiment comme une revue des différents courants qui ont existé. Mais les c'était une marches des plus historiques. grosses difficultés que j'ai eues en France. Je suis arrivé en Master 1, je rentre en cours et alors que j'étais relativement bon à la licence au Liban, je comprenais que dalle, genre, mais rien. C'était genre, il parlait tout le temps du phallus et du machin, et moi j'étais vraiment à la ramasse. Je suis allé voir la responsable du master pour lui expliquer que j'ai des lacunes que j'aimerais pas spécialement boucher non plus. Genre, comment Ouais, est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous pouvez me dire quel cours est-ce que je pourrais prendre et quel cours je dois juste éviter parce que je vais pas me retaper ouais. 25 bouquins pour pouvoir répondre à pourquoi quelqu'un est déprimé, quoi. Hmm. Bon, on parlera pas de. Quoi qu'on peut en parler en parlant de ta Moi, pensée, on parlera de Freud, ça. Bon, enfin, on pourra faire un débat entier sur Freud, mais même moi, j'ai pas les compétences là-dessus, de toute manière. Et justement, pour en venir à une troisième question, c'était comment définirais-tu ta pensée, ta philosophie? Tu parlais du hasard, peut-être que ça peut. Je sais pas. euh, Comment définirais-tu ta pensée, ta manière de concevoir la vie? Euh, Alors, ma pensée de concevoir la vie, pas du tout en lien avec mon boulot, parce que les choses, quand je parle de mon boulot, franchement, mon opinion ne m'intéresse pas. C'était plus par rapport à ta vie, hein. C'était Mais plus. moi, si ça intéresse quelqu'un, je pense pas que c'est très intéressant, mais si ça intéresse quelqu'un, d'un point de vue philosophique, en tout cas pour moi, je suis très inspiré par plusieurs courants, les stoïciens, Marc Aurèle, Sénèque, ça m'a beaucoup aidé. J'étais quelqu'un d'assez anxieux, et ça m'a beaucoup aidé de me dire genre, voilà, genre. Euh, Beaucoup aussi certains scientifiques, parce que c'est comme ça, Carl Sagan, Oliver Sacks, euh, Richard Feynman. Et d'un point de vue personnel, peut-être l'auteur qui m'a le plus transformé à moi, c'est un philosophe euh, allemand qui a écrit Narcisse et Goldmund et Demian et qui s'appelle Hermann Hesse ou Hermann Hesse, Le nom. qui Le est nom. presque mystique, quoi. Mais ça me dérange pas. Je sais que c'est bizarre dans des cercles de raisonnement critique, le mysticisme et tout ça. Mais moi, tant qu'on sait que c'est des trucs imaginaires, ça me dérange pas Ouais. du tout, tant qu'on les prend pas pour du réel. Et je trouve que comment Hermann Hesse écrit, euh, je sais pas, ça a une sorte d'universalité qui m'a toujours touché. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé quand j'étais plus jeune. Et aussi, évidemment, tout ce qui est science-fiction, Isaac Asimov, comment il s'appelle Philippe Philippe Cadic. hein? Philippe Cadic, non? Philippe K. Dick, et aussi Stanislas Lem, beaucoup, qui a écrit des textes fantastiques de science-fiction, mais qui touchaient sur la science aussi. Et ma philosophie aujourd'hui, je suis quelqu'un qui croit que la vie n'a pas beaucoup de sens. Je n'ai pas vraiment de but dans ma vie. Je suis pas quelqu'un de très ambitieux. Je fais mon travail et j'aime bien ce que je fais, mais j'ai pas de, T'es passionné quand même, parce que t'as l'air pas d'avoir. vrai, je suis Non? passionné quand je suis en train de faire la chose, mais je suis pas Ah, le genre de personne, genre j'y pense pas quand je me rase le matin pour reprendre une formule très ah ouais, connue. d'accord. J'ai pas, en anglais on dit le mot purpose, j'ai pas une sorte de direction dans ma vie et qui dirige ma vie. Je fais plus genre
comment ça arrive et T'as pas je me le. pose pas trop de questions en fait. Je réfléchis pas beaucoup à ces questions existentielles. Je sais pas, j'ai perdu l'intérêt. Peut-être que j'ai réfléchi quand j'étais plus jeune, ça a beaucoup travaillé. J'ai lu quasiment tous les textes religieux. Je fais des passages d'énergie. Je fais plein de trucs au Liban, un peu. Et au bout d'un moment, ça m'a ennuyé. Je trouve ça beaucoup moins intéressant que comment Ouais. oui, que la réalité en fait. Même si j'adore lire ça, j'adore les livres de science-fiction. Encore une fois, j'aime beaucoup certaines littératures mystiques, de symbolique, des choses comme ça. Euh, mais dans ma vie quotidienne, je pense pas plus à ça. J'y pense plus, j'y pense pas vraiment en fait. Je prends les choses comme elles viennent, je gère comme ça doit être géré. Et si je peux, je joue à la console, je lis un livre, je dors, je passe du temps avec mes potes, mais je me prends pas beaucoup la tête avec des questionnements existentiels. C'est comme si c'est passé, quoi. Je parlais plus de questionnement par rapport à ton métier. Je veux dire, c'est qu'il Hmm. y a des choses, tu sais, on a envie de savoir, on est en train, enfin, Ah, bien voilà, sûr, on bute sur des choses, du coup, c'est bon, voilà. bien sûr, j'aime beaucoup ce que je fais, hein, j'aime beaucoup mon travail. C'est juste que c'est pas genre l'alpha et l'oméga de mon existence. Ouais, J'ai envie de lire sur le ouais, libre arbitre, sur le d'élargir, quoi, de sortir. système, etc. Mais c'est pas quelque chose, genre quand je suis avec mes potes ou quand je me réveille ou tout ça, je vais pas Ouais. courir. Si quelqu'un m'envoie un article super intéressant et je suis en train de jouer à la console, je vais pas tout lâcher pour le lire. Je vais me dire, bah, je le lirai plus tard. Je suis pas un excité de la vie en tout cas. Ouais. Je suis pas non plus déprimé, hein. Je suis Ouais. Non, non, ça n'a pas l'air. Enfin, moi, je suis pas psy, hein. genre Kiasma par exemple, on a une page Facebook, je sais pas, on poste une fois chaque 3 4 5 Ah ouais? mois. Ouais. Euh, Pourquoi pas? Genre, on poste quand on a des trucs à dire. On n'est pas du tout dans cette sorte de. Il faut qu'on fasse tout et vite et qu'on monte. J'écris sur Facebook une fois par semaine, peut-être des fois, et des fois, je vais écrire 4 fois par jour. Mais je m'impose pas beaucoup d'obligations. Et je pense que tout ça vient du fait que entre Hermann Hesse et les existentialistes et la science-fiction et tout ça, que ça n'a pas beaucoup de sens, Ouais. qu'on attribue de l'importance à beaucoup de choses et ça peut devenir très vite très fatigant. Mm. Et par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la question, justement, on avait évoqué la question du libre arbitre. Ouais. Tu mettrais plutôt du côté des spinozistes, plutôt une pensée un peu intermédiaire, une pensée très, comment dirais-je, Euh, déterministe, je ne sais pas. Non, je dirais que c'est un sujet avec lequel je débat avec Mariam, qui est une des co-fondatrices de Chiasma depuis qu'on se connaît, depuis presque maintenant 13 ou 14 ans. Et je pense que moi, ma posture serait que le libre arbitre, c'est un truc, c'est un continuum. C'est pas on l'a ou on l'a pas. C'est-à-dire, déjà, le définir, c'est très très compliqué. Je pense qu'à terme, pour répondre à cette question, il va falloir qu'on abandonne cette question. Il va falloir qu'on la pose différemment. Beaucoup de fois, nos réponses sont conditionnées par la question. Et Ouais. est-ce qu'on a du libre arbitre? Je trouve que c'est la question est mal posée, mais je ne sais pas comment la poser mieux, donc je vais pas faire mon intéressant. Je dirais, Mais pour répondre, est-ce qu'on je, peut changer notre vie de façon consciente, je dirais par que sur exemple? l'agentivité, pour utiliser un mot plus technique sur l'agentivité, je pense qu'on peut être plus ou moins agent de notre vie selon des circonstances. Par exemple, si maintenant je suis en train de te parler, mon libre arbitre veut que je sois là et qu'on discute. Et ma copine qui est dans la pièce à côté sort et me crie, il y a le feu, on va tous courir. Je vais me lever et courir, ça va réduire mon libre arbitre. Si on est en train de marcher dans la rue et tu vois 15 personnes qui regardent vers le ciel, bah tu regardes vers le ciel. La norme sociale va réduire ton libre arbitre. Donc je pense que c'est un truc malléable. Selon les circonstances, on peut voir plus ou moins, mais que c'est pas une fonction qui est définie et soit c'est-à-dire, je crois qu'on est peut-être une machine relativement déterministe, mais que ça crée du pseudo libre arbitre par nos interactions. C'est-à-dire, même si le monde physique est déterministe, je suis peut-être tout peut être prédit, tu peux être prédit, mais nos interactions, eux, deviennent plus compliquées à prédire. Et je pense que c'est là que ça se joue et c'est une sorte de continuum. Après, tout ce que je dis, c'est pas du tout étayé par rien du tout. C'est mon opinion à moi, hein. Ça a un Ouais. coût zéro, mais Parce de que mes lectures, parce je qu'on dit dirais souvent qu'on qu'un. peut le déplacer, ce libre arbitre. Ouais, ouais, Genre, j'ai bien compris, ouais. Mais si on prend parce qu'on prend souvent l'exemple du tabac ou de l'alcool, d'alcoolique ou du fumeur, à qui on dit mais la volonté suffit, etc. Si tu veux, tu peux. Enfin, tout ce message en fait permanent, c'est en ça quand même que c'est important d'arriver à définir, à se mettre d'accord sur ce que c'est le libre arbitre et dans quelles conditions il peut
s'exercer, quoi, en fait. Dire, Je... mais ça rejoint ce que tu dis, en fait. Oui. Si on met la... Et surtout, je suis clinicien et en tant que psychologue, je pourrais pas vraiment dire si tu veux, tu peux, parce que ça veut dire que la majorité de mes patients ne veulent pas. C'est pas juste un truc de volonté. Après, on peut changer, mais on peut aussi apprendre à comment faire en sorte, par exemple, pour notre environnement nous aide aussi. Si par exemple, je fume du cannabis et je veux arrêter de fumer du cannabis alors que tous mes potes roulent des pétards toute la journée, ça va être beaucoup plus compliqué que si personne dans mon entourage n'en fume. Et du coup, c'est pas juste une question de volonté, mais ça veut pas dire que la volonté ne peut rien. Parce que, et c'est là où je dis que c'est des allers-retours. Et j'ai beaucoup de mal avec la dichotomie, genre ce qui vient de moi, ce qui vient des autres, les émotions, la rationalité. Je pense que notre langage, un des livres que j'aime le plus, il est dedans, s'appelle Les mirages de la certitude, sur combien, par exemple, la séparation du corps et de l'esprit fait du mal. Par exemple, j'aime pas du tout le mot psychosomatique. Genre, pour moi, ça veut rien dire. Ça crée une hiérarchisation que le psychosomatique est moins grave que le somatique, alors que c'est pas vrai. Genre, tout est somatique. Il n'y a pas de psychosomatique. C'est juste bizarre. Si j'ai mal au ventre parce que j'ai mangé un truc pourri ou si j'ai mal au ventre parce que je suis stressé, dans les deux cas, j'ai mal au ventre et c'est vrai. Il n'y a pas un qui est plus vrai que l'autre. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis il n'y en a pas un qui est plus grave que l'autre. Exactement. Ok, d'accord. Et bah, pour rejoindre un petit peu, pour à conclure un peu sur ce que tu penses, te qualifierais-tu plutôt d'optimisme ou enfin, du pessimiste ou optimiste? Euh, Ni l'un ni l'autre. ouais, genre, je dirais pas, en fait, je vais utiliser un mot, c'est pas vrai, c'est pas ce mot, mais c'est à défaut de trouver un autre mot, je suis un peu comme un nihiliste, mais c'est pas nihiliste en fait, il y a une sorte de smiley qui résume très bien ma pensée, qui s'appelle un shoggy, c'est une personne qui fait genre comme ça. Ouais. Je sais pas si on peut montrer shoggy, je l'ai en tatou, je peux le montrer, je l'ai en tatouage, je sais pas si ça se Euh, voit. Et c'est ce monsieur. Et je pour moi, vois. je suis ça en fait. Je suis Je, genre, je le rajouterai à la vidéo si tu veux. voilà, c'est genre, ok, Ouais, voilà, on est confiné, ok. Comment est-ce ouais, qu'on peut faire pour gérer dans notre champ d'action? Comment est-ce qu'on peut ouais, élargir nos champs d'action? ouais. Mais Après, le fait de ne pas savoir. généralement, je suis un peu plus optimiste. Mais quand ça se passe mal, je suis pas non plus genre. Ça me Ouais, dérange pas plus que ça, on va dire. ouais, Je suis d'accord. genre, ok. Ouais, mais justement, là, justement, on est, je pense, enfin, moi personnellement, je pense qu'on est plus ou moins, on a des natures plus ou moins optimistes, plus ou moins pessimistes, Ouais. voilà. Mais après, il y a quand même, surtout en ce moment, en ce moment on va en parler un peu plus, mais par rapport à ce qu'on vit en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité éthique d'être optimiste ou est-ce qu'il n'y a pas une forme d'éthique à développer à ce Bah, niveau-là? ça Enfin, dépend. pas un Ça dépend. optimisme On parlera. safe, hein, mais un optimisme. Oui, mais la question, c'est le curseur. Par exemple, il y a dans les biais cognitifs, il y a le biais d'optimisme, c'est-à-dire par Ouais, exemple un optimiste à qui on diagnostique une maladie grave, c'est très bien. Ça va l'aider à ne pas être stressé et à potentiellement maximiser les chances d'aller mieux. Par contre, un optimiste qu'on emmène au casino, bah, c'est la fin du monde. Parce que le mec, il perd et il se dit le coup d'après, je vais gagner, le coup d'après, je vais gagner, parce qu'il continue à être optimiste en se disant que ça va arriver et il ouais, risque de se la même ruiner. chose, quoi. Et du coup, ça dépend, on est optimiste comment. Par exemple, si je suis optimiste sur le Covid et du coup, je me dis, je vais pas le choper et je sors et j'utilise pas de Ouais, geste barrière, je me lave pas les mains, etc., ça va être compliqué. Par exemple, vraiment, le Covid, pour moi, c'est une des raisons où le stress est très, très utile. C'est-à-dire, c'est le stress qui va pousser les gens à avoir peur et à rester chez eux ou à se laver les mains ou à avoir les gestes barrières. Alors que, donc, un optimiste qui peut se dire, bah, je risque rien, sort et va tomber malade, c'est pas bien. Mais un optimiste, un pessimiste qui reste chez lui et qui dit, on va jamais s'en sortir, il va tomber dans la dépression et c'est pas bien non plus. Et du coup, c'est pas est-ce que je suis optimiste ou pessimiste, c'est quand est-ce que la situation appelle un optimisme qui peut être bénéfique et dans quelle situation est-ce que l'optimisme peut être une forme d'insouciance et de m'en-foutisme qui peut mettre en danger. Et c'est pour ça que, par exemple, souvent quand je parle des biais, je dis tout le temps que les biais sont conditionnés par leur contexte et par nos a priori. Ça n'existe pas comme ça. Des fois, les biais de confirmation, c'est très bien. Ça dépend de la situation, de l'a priori, de ce que ça dit d'un système, comment est-ce qu'on le contextualise dans une idéologie, dans une politique, etc., etc., etc. Et du coup, être optimiste comme ça, surtout dans la vie, je trouve ça aussi absurde qu'être pessimiste, surtout dans ouais, la vie. C'est ouais, bien sûr. mais en général, je suis relativement plus optimiste. S'il faut absolument, si j'ai une sorte de choix forcé, il faut que je réponde à la question. Je suis pas du tout le mec qui broie du noir. Oui, voilà, c'est un peu c'était plus ma Oui, question en oui, fait. oui. Ouais. Moi, je me doutais de la réponse aussi quand même. C'était un biais de confirmation là, tu vois. Et d'accord. Bah, écoute, on resterait pour la
personnel, etc. Puis on va, Ok. on va reprendre sur l'actualité.